Kylie Sauer était une Américaine de 23 ans. Un soir de l'année 2016, elle faisait la fête avec ses copines, mais malheureusement, en plein milieu de la soirée, une dispute entre elle et son petit ami va éclater. Il la ramènera alors à leur appartement, mais elle refusera de sortir de la voiture. Elle va alors y rester 10 minutes, pendant lesquelles elle va pleurer toute seule. Mais bizarrement, au retour de son petit ami, elle aura totalement disparu, elle se sera évaporée. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Kylie Sauer, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une affaire qui est résolue, mais oh mon Dieu, il se passe tellement de choses dans cette histoire. Je pensais réellement vous faire une petite vidéo qui n'allait pas durer trop longtemps et au final je me suis retrouvée avec plein d'événements dans cette affaire. Voilà, en tout cas j'espère qu'elle vous intéressera parce que c'est vraiment une histoire qui est complètement folle. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram si vous en avez envie, si vous voulez un petit peu suivre ma petite vie au quotidien. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette triste affaire. Kylie Sauer est née le 2 mars 1993 aux États-Unis, dans la ville de Bend, dans l'Oregon, et elle a grandi avec ses parents Julie Van Cleave et Jamie Sauer, bien qu'ils aient divorcé un petit peu plus tard dans la vie de Kylie. Les deux sont d'ailleurs retrouvés des conjoints, donc Kylie a vécu avec sa mère et son beau-père, et avec son père et sa belle-mère. Mais en tout cas, Kylie a également grandi avec ses 4 petits frères, qui pour certains étaient donc ses demi-frères, suite au remariage de ses parents. Mis à part ça, j'ai pas vraiment réussi à trouver énormément d'informations sur son enfance, mais en tout cas en 2016, Kylie avait alors 23 ans et elle était étudiante au Central Oregon Community College qui se situait dans la ville de Bend, c'est-à-dire dans la ville où elle est née et où elle a grandi. À côté de ça, à côté de ses études, Kylie avait aussi un petit boulot qui était quand même assez prestigieux, car elle était assistante dentaire au cabinet Ambrew Dental qui se situait lui aussi dans sa ville. À côté de ça, Kylie avait aussi pas mal de passions comme la photographie, le dessin, la poésie, et sur une note un petit peu plus sportive, eh bien elle adorait aussi faire du snowboard quand elle le pouvait. Sinon, chose aussi importante à savoir, c'est qu'à ce moment-là, Kylie était en couple avec un garçon de son âge qui s'appelait Cameron Rimhofer et qui était réellement l'amour de sa vie. D'ailleurs, les deux habitaient ensemble dans un petit complexe d'appartements sur la rue College Way, donc très proche du Central Oregon Community College, là où Kylie étudiait. Mais à présent, parlons du samedi 23 juillet 2016 et plus précisément de la soirée. Ce soir-là était un petit peu spécial parce que Kylie assistait à l'enterrement de vie de jeune fille de l'une de ses amies. Pour ça, Kylie et ses amis faisaient donc la tournée des bars du centre-ville de Bend et clairement, les filles se lâchaient un petit peu et d'ailleurs, à un moment donné, Kylie va aller danser et c'est là qu'elle va commencer à danser avec un homme qu'elle ne connaissait pas mais qui était sur la piste de danse. En soi, il n'y a rien de très grave, c'était un enterrement de vie de jeune fille, elle dansait. Elle n'a pas trompé son copain, mais voilà, il y avait un ami de Cameron, un ami de son petit ami qui était là. Il a vu la scène et il a décidé de s'en mêler. Il a alors pris la décision d'envoyer un message à Cameron pour le prévenir que sa petite amie dansait avec un autre homme. Je sais pas comment il a tourné son message, mais en tout cas, ça a vraiment énervé Cameron qui, suite à ça, a envoyé des SMS à Kylie pour lui dire qu'il savait et le couple a alors commencé à se disputer par message. À ce moment-là, il était à peu près minuit et Kylie a fini par demander à son petit ami s'il pouvait venir la chercher parce qu'elle était trop saoule pour rentrer elle-même avec sa propre voiture. C'était pas un long trajet, mais elle a préféré jouer la carte de la sécurité, ce qui est très bien, et donc Cameron a accepté sans souci de venir la reprendre. Le couple s'est alors donné rendez-vous dans le centre-ville de Bend. Cameron n'a pas tardé à arriver, donc Kylie est montée avec lui en voiture et Cameron a ensuite conduit vers le complexe d'appartements où ils habitaient. Comme je vous l'ai dit, le chemin était assez court, il ne durait que 5 minutes, mais pourtant, pendant tout le chemin, ils se sont disputés
Et d'ailleurs, le ton n'a fait que monter. Une fois arrivé au complexe d'appartements, Cameron a alors garé la voiture et il était vraiment furieux. Donc il est rentré chez lui en laissant Kylie seule en train de pleurer dans la voiture. Je précise quand même, c'est pas qu'il lui a dit de ne pas rentrer. Kylie a elle-même dit qu'elle n'avait pas envie de sortir de la voiture, qu'elle n'avait pas envie de rentrer dans l'appartement. Donc lui, Cameron, a décidé de rentrer et Kylie, elle, est restée là toute seule. Mais bon, quand même, au bout de 10 minutes, Cameron, qui lui était à l'intérieur un petit peu en train de tourner en rond, s'est dit « je vais quand même retourner dehors et je vais essayer de convaincre Kylie de rentrer au moins dans l'appartement ». Il va donc ressortir, il va se diriger vers sa voiture, mais dès le début, il va s'inquiéter parce qu'il n'y avait pas la silhouette de Kylie à l'intérieur. Il va donc s'approcher en espérant que petit à petit, il reconnaisse Kylie sur la place passager, mais malheureusement, en s'approchant, eh bien, il va devoir reconnaître que Kylie n'était plus là et d'ailleurs, la portière de la voiture était ouverte. À ce moment-là, il va clairement comprendre que Kylie avait disparu. Cameron a alors pris son téléphone et il a tenté d'appeler Kylie, il lui a également envoyé des messages, mais elle va simplement répondre que son téléphone n'avait plus de batterie. Et donc là, Cameron va la supplier de revenir, mais elle va simplement lui dire non. Et puis après ça, elle ne répondra plus jamais à ses messages. Évidemment, Cameron va être très inquiet, il ne savait pas du tout où elle était, il ne savait pas du tout si elle était en danger ou non. Quoi qu'il en soit, il était tard, c'était une jeune femme toute seule, elle était ivre. Donc oui, elle était en danger et comme il se rendait bien compte que Kylie ne voulait plus lui répondre, il a appelé les copines de Kylie, il leur a expliqué la situation et il a demandé aux copines d'appeler Kylie au cas où elle répondrait. Mais là encore, eh bien, ses amis ont eu beau l'appeler, Kylie n'a jamais répondu. Au final, les heures sont passées et plus tard dans la nuit, Cameron a décidé d'appeler la police pour signaler la disparition de sa petite amie. Le lendemain, des centaines de volontaires, mais également des policiers, ont alors tenté de retrouver la trace de Kylie. Elle semblait donc être partie à pied de la voiture qui se situait donc sur le parking de leur appartement, juste à côté du Central Oregon Community College. C'est donc là que la recherche a commencé. Évidemment, Cameron va être interrogé par la police et il va même être considéré comme suspect, surtout si on tient compte que le couple s'était fortement disputé la nuit de la disparition. Je vous l'ai déjà dit et vous vous rendez sans doute compte, mais quand une femme disparaît, quand une femme est assassinée, toujours on pense au petit ami ou au mari, c'est toujours le suspect principal, disons. Donc voilà, le fait, comme je vous l'ai dit, qu'ils soient disputés en plus ce soir-là, était une preuve en plus. Mais bon, il faut savoir que Cameron va se faire interroger et qu'au final, la police va dire que non, il n'était pas du tout suspect et donc ils vont le laisser libre. Suite à ça, on avait donc perdu notre suspect principal et donc les autorités ont décidé d'interroger les amis de Kylie, surtout que là encore, je le rappelle, mais très souvent, quand quelqu'un meurt ou quand quelqu'un disparaît, le coupable est quelqu'un de son entourage. C'est pour ça que la police va vraiment se consacrer aux proches de Kylie. Mais malheureusement, là encore, en interrogeant tous ses amis, ses parents, etc., aucun ne semblait réellement suspect. Mais au-delà de ça, au-delà de simplement être suspect, aucun d'eux ne semblait savoir quelque chose. Ça fait que les enquêteurs n'avaient strictement aucune piste. De plus, la recherche sur le terrain n'avait rien donné, donc c'était clairement comme si Kylie s'était évaporée sans laisser de traces. Là, les autorités ont alors décidé de localiser le téléphone de Kylie. On va se rendre compte qu'après sa disparition, son téléphone avait été localisé dans le centre-ville de Bend. C'était donc une assez bonne piste, mais malheureusement, les autorités vont finir par comprendre qu'ils avaient en fait localisé l'ancien iPhone de Kylie qui était toujours à son nom. Et donc finalement, la localisation n'a été d'aucune aide dans l'enquête. Mais finalement, 24 heures après le début des recherches, la police va recevoir un appel qui va tout changer. En fait, il s'agissait d'une policière qui s'appelait Isabelle Lara qui avait décidé de contacter les autorités pour leur dire qu'elle avait des doutes concernant son propre mari. Selon elle, il s'était comporté d'une manière très étrange après l'annonce de la disparition de Kylie. Alors, son mari s'appelait Edwin Lara, il avait 31 ans et il était agent de sécurité pour le Central Oregon Community College. Il y travaillait donc pendant la nuit où Kylie a disparu et je rappelle donc que Kylie habitait juste à côté de cette université.
Donc déjà là, c'est suspect, mais attendez. Isabelle expliquera aux autorités que dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juillet, donc la nuit de la disparition, son mari était rentré tard ou plutôt tôt dans la matinée du dimanche et à son arrivée à la maison, eh bien il semblait très calme mais aussi très renfermé. Il avait été se laver et ensuite le couple avait été à l'église. Une fois que le couple était rentré, Isabelle était quand même pleine de questionnements par rapport au comportement de son mari, donc elle lui a posé quelques questions. Et là, Edwin a fini par lui faire une horrible révélation. Selon ce qu'il dira, pendant la nuit précédente, il faisait des tours de campus avec sa voiture de patrouille pour vérifier que tout aille bien. Jusque-là, tout était normal. Mais voilà, il va avouer à sa femme que d'un coup, pendant qu'il conduisait, une jeune fille avait surgi de nulle part et il l'avait écrasée avec sa voiture. Selon lui, il avait directement réalisé qu'elle était décédée sur le coup et il expliquera que dans la panique, il avait alors décidé de cacher le corps. Donc ça, c'est le premier aveu d'Edwin. Mais dans la journée, la nouvelle de la disparition de Kylie va alors émerger et Isabelle, donc sa femme, a rapidement compris que c'était elle, la jeune fille que son mari avait percutée. D'ailleurs, à ce moment-là, Edwin va lui faire d'autres révélations. Il va lui dire qu'il avait entreposé certaines affaires appartenant à Kylie dans le hangar de leur maison. Là, pour Isabelle, c'était beaucoup trop. Elle ne comprenait pas son mari. Pourquoi est-ce qu'il avait caché un corps? Pourquoi est-ce qu'il avait gardé les affaires de cette jeune femme? Et donc, suite à ça, elle a décidé de prévenir ses collègues, vu que, je le rappelle, Isabelle était elle-même policière. Donc suite à ça, Edwin, son mari, va prendre une arme à feu qu'il avait justement chez lui et il a fui sa propre maison, donc en d'autres mots, il est parti en cavale quand il a compris que sa femme allait le trahir, entre guillemets, et tout répéter aux autorités. D'ailleurs, une fois que la police sera mise au courant, autant Isabelle, donc sa compagne, que les enquêteurs vont trouver la version des faits d'Edwin vraiment très étrange, comme si rien ne collait et eux étaient sûrs que il avait sans doute beaucoup plus de choses à se reprocher, surtout avec le fait qu'il était à présent parti en cavale. Clairement, quand on y pense, ça paraît impossible qu'il ait paniqué à ce point s'il n'avait rien fait de mal. Dans sa version des faits, c'est juste lui en train de rouler dans la rue, une jeune fille ivre habillée en noir qui traverse la route et il la percute. Oui, c'est dommage, mais il n'y avait pas de quoi cacher un corps et partir en cavale. Clairement. Donc là, on va se dire que peut-être il n'avait pas simplement percuté Kylie par erreur, mais qu'il lui avait fait du mal volontairement. Suite à ça, les enquêteurs vont donc se rendre au domicile d'Isabelle et d'Edwin et sur place, dans le hangar, eh bien ils vont bel et bien trouver le sac à main de Kylie, ses chaussures ainsi qu'une pierre tachée de sang. D'ailleurs, sur la pierre pleine de sang, il y avait même une touffe de cheveux, ce qui laissait réellement présager que cette pierre était l'arme du crime et que sans doute il avait frappé Kylie avec à la tête. Donc là, rien qu'avec cette dernière découverte, on était d'autant plus sûr qu'il s'agissait d'un acte criminel. À présent, la police avait donc suffisamment de preuves pour arrêter Edwin, mais comme je vous l'ai dit, eh bien, il était en cavale. À présent, je vais donc vous raconter ce qu'il s'est passé du côté d'Edwin et vous parler de toute cette cavale parce que ça aussi, c'est un gros chapitre de cette affaire. Déjà, assez rapidement, les enquêteurs vont voir que Edwin avait laissé sa voiture personnelle chez ses parents. D'ailleurs, dans sa voiture, qui était une Nissan Altima bleu clair aux vitres teintées, ils ont trouvé de l'herbe, du sang et un uniforme de sécurité couvert de sang. Donc évidemment, ça c'était aussi des preuves supplémentaires. Mais donc pour en revenir à cette cavale, Edwin a fui sa propre maison dans sa voiture, il s'est rendu chez ses parents, il a laissé sa voiture là-bas, et après ça, une fois qu'il est sorti dehors, qu'il était à pied dans la rue, il va repérer une jeune femme du nom d'Andrea Mas, qui était âgée de seulement 19 ans et qui était à bord de sa propre voiture. Quand il va la voir, Edwin va directement courir vers elle, il va ouvrir la portière passager de sa voiture et il va alors pointer une arme sur elle et il va lui ordonner d'obéir. C'est comme ça qu'Edwin a finalement pris la fuite en kidnappant avec lui une autre jeune fille. Donc vraiment, si on résume la situation, on a juste cette fille qui était dans sa voiture qui attendait quelque chose et elle s'est fait braquer et donc on lui a mis un fusil sur la tête et on lui a dit
conduis et aide-moi à partir en cavale, quoi. Évidemment, les enquêteurs vont très vite être mis au courant de la disparition d'une autre jeune femme. On va comprendre qu'elle était en présence d'Edwin. Et à ce moment-là, on va savoir qu'il était très dangereux et qu'il fallait faire vite pour le retrouver parce que cette autre jeune femme était elle aussi en danger. Mais donc, que s'est-il passé pendant cette cavale? Eh bien, tout d'abord, pendant qu'Andrea conduisait pour s'éloigner de la ville, eh bien, Edwin lui a dit qu'il avait tué Kylie et qu'il s'était mis dans une très grosse galère. Finalement, après avoir roulé environ 3 heures, eh bien, ils se sont arrêtés dans un motel pour se reposer. Là, Edwin et Andrea ont donc été à l'accueil du motel pour demander une chambre et pendant ce temps-là, eh bien, Edwin a obligé Andrea de se faire passer pour sa petite amie pour ne pas éveiller les soupçons. Une fois dans la chambre, Edwin a alors menotté Andrea à la porte de la salle de bain et il a pris une douche devant elle. Une fois qu'il a eu fini, il a obligé Andrea à prendre une douche à son tour devant lui, mais heureusement, elle a refusé et il a semblé accepter. Donc suite à ça, Edwin a menotté Andrea au lit et il faut savoir qu'à ce moment-là, elle avait extrêmement peur de se faire agresser sexuellement et elle va alors avoir l'idée de dire à Edwin qu'elle souffrait d'une MST. Pour le prouver, elle a même montré qu'il y avait des alarmes programmées sur son téléphone et il lui a fait croire que c'était des alarmes pour se rappeler de prendre ses médicaments. Edwin a totalement marché dans ce mensonge, il a vraiment eu peur et c'est ça qui l'a sauvé parce que Edwin ne l'a pas agressé sexuellement parce que lui-même ne voulait pas se prendre une MST. Mis à part ça, au bout de quelques heures passées dans le motel, Edwin est devenu de plus en plus paranoïaque. Il était sûr qu'il allait vite être retrouvé. Alors, il a décidé de partir au milieu de la nuit du motel. À ce moment-là, il était donc à peu près 1 h du matin. Il a repris Andrea avec elle. Ils sont re-rentrés dans la voiture d'Andrea et ils ont repris la route. Les deux ont alors roulé quelques heures et à 5 h du matin, au moment où le soleil commençait à se lever, ils se sont finalement arrêtés dans un autre motel qui se situait dans la ville de Eureka en Californie. D'ailleurs, je précise qu'ils auraient normalement dû rouler beaucoup plus longtemps, mais en fait, la voiture d'Andrea est tombée en panne, donc ils n'ont pas eu le choix de s'arrêter. Mais voilà, une fois arrivés sur le parking de ce nouveau motel, Edwin avait toujours très peur de se faire rattraper par la police. Je ne sais pas s'il voulait partir au Mexique, c'était quoi son plan exactement, mais il voulait faire vite et le fait que maintenant il avait plus de voiture était un gros problème. Il a alors tenté le tout pour le tout et sur le parking du motel, il a vu un homme âgé de 73 ans à bord de sa voiture et il a essayé de la carjacker tout simplement. Je crois qu'il ne s'attendait pas à ce que cet homme qui lui paraissait assez âgé se défende, mais ça n'a pas du tout été aussi facile. L'homme s'est vraiment défendu, il a essayé de rester au volant de sa voiture et à ce moment-là, eh bien, Edwin, qui avait toujours sur lui son fusil, a tiré dans le ventre de l'homme. Mais bon, malgré ça, Edwin n'a toujours pas réussi à voler la voiture et donc lui et Andrea ont fui à pied et ont couru vers une station-service. D'ailleurs, je précise, l'homme s'en est sorti, il n'est pas mort, il a appelé la police et d'ailleurs c'est grâce à ça dans un sens que les enquêteurs vont pouvoir savoir à peu près où se trouvait Edwin. Mais en tout cas, Edwin et Andrea de leur côté sont arrivés à la station essence et sur place, eh bien, Edwin va à nouveau essayer de carjacker une voiture. Cette fois, il va voir une grand-mère de 76 ans qui était en train de faire la file pour faire le plein dans la voiture. À l'arrière, sur la banquette arrière, il y avait les 2 petits-fils de la dame qui étaient adolescents, mais ça n'a pas semblé embêter Edwin qui est arrivé, qui a obligé la grand-mère à partir de la voiture. Et donc, il s'est mis au volant, il a pris Andrea avec lui évidemment, et il est parti avec la voiture et les 2 adolescents à l'arrière. Bon là, je vais pas vous le cacher, ça commençait à faire beaucoup d'otages, Edwin s'en est rendu compte, 3 c'était peut-être un peu trop, lui il avait juste prévu Andrea et donc il s'est arrêté, il a demandé aux 2 adolescents de sortir de la voiture et heureusement, et Andrea et lui sont simplement repartis à bord de cette nouvelle voiture. Là, il a donc à nouveau forcé Andrea à conduire et pendant ce temps-là, il va alors décider de se filmer en vidéo. Là, Edwin va s'adresser à sa caméra et il va alors s'excuser pour ses actes. Il a également déclaré qu'il regrettait d'avoir tué Kylie et qu'il l'avait tuée parce qu'elle n'arrêtait pas de crier. Et puis, il a également dit qu'Andrea était avec lui et qu'elle allait bien.
Suite à ça, il a alors demandé à Andrea de publier cette vidéo sur Facebook. Et d'ailleurs, il lui a demandé d'intituler la vidéo « Meurtrier en liberté ». Donc là, pour vous situer, on était mardi 26 juillet 2016 et il était à peu près 16h30. Une fois que la vidéo a été mise en ligne, Edwin a appelé sa famille pour leur expliquer ce qu'il se passait et ce qu'il avait fait. Là, quelques minutes plus tard, alors qu'Edwin et Andrea se trouvaient à hauteur de la ville de Red Bluff, toujours en Californie, une patrouille de police va repérer sa voiture et va commencer à le suivre. Évidemment, entre-temps, une enquête avait eu lieu, les différents témoins et victimes d'Edwin avaient parlé à la police et donc on savait exactement par où il se dirigeait et quelle voiture il conduisait. D'ailleurs, de ce qu'on sait, c'est pas totalement par hasard que la patrouille de police avait croisé Edwin. Les enquêteurs avaient en fait réussi à localiser son téléphone, notamment grâce aux appels qu'il avait passés à sa famille. Et c'est donc pour ça que les patrouilles de police avaient été lancées dans la zone. En tout cas, dès qu'Edwin a compris qu'il avait été repéré, là encore, il a tenté le tout pour le tout et il s'est lancé dans une grosse course-poursuite à une très haute vitesse. Bon, évidemment, à un moment donné, il a commencé à se dire que il allait dans tous les cas être arrêté et que là, c'était trop tard et il a fini heureusement par garer la voiture sur le côté de la route et il est enfin sorti en mettant les bras en l'air. Il a ensuite rapidement été menotté et arrêté. Et d'ailleurs, Andrea a dans un premier temps été arrêtée également parce qu'on ne savait pas vraiment si elle était victime ou complice. Mais bon, la police a rapidement compris qu'elle avait été kidnappée et heureusement, elle a été relâchée. Edwin, de son côté, va être interrogé et les enquêteurs vont clairement lui faire comprendre qu'ils avaient pas mal de preuves contre lui. Donc suite à ça, Edwin a alors accepté de leur expliquer ce qu'il s'était passé le soir de la disparition de Kylie. Je le précise, il s'agit de sa première déclaration. Je vais vous dire ce qu'il a dit, mais voilà, on est quand même assez loin de la vérité à ce moment-là. Mais en tout cas, Edwin racontera que cette nuit-là, la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juillet, il faisait bel et bien des tours de la zone à bord de sa voiture pour surveiller qu'il n'y avait pas de problème. C'était son travail, donc jusque-là, tout est normal. Mais voilà, à un moment, il n'a même pas eu le temps de réagir qu'il a heurté, sans faire exprès, Kylie. Pour sa défense, là encore, il dira que Kylie était habillée en noir, qu'elle était ivre, qu'elle a traversé un petit peu comme ça sans regarder à gauche ou à droite et que lui n'a donc absolument pas eu le temps de réagir ou de faire quoi que ce soit. En tout cas, après l'avoir percuté, Edwin expliquera être immédiatement sorti de sa voiture et là, il avait donc vu Kylie au sol, blessée mais bel et bien vivante parce qu'elle criait énormément. Tout comme il l'avait dit à sa femme, il a effectivement vraiment paniqué. Mais ce qui est étrange dans cette version, c'est qu'il dit avoir paniqué alors que Edwin était encore vivante, elle était consciente, elle criait et il aurait pu appeler le secours s'il voulait, mais non. Il a paniqué et il expliquera que dans cette panique, il a décidé de l'étrangler. Ça n'a strictement aucun sens. Si elle était décédée, je peux, entre énormes guillemets, comprendre qu'il aurait pu stresser, se dire que personne n'allait le croire et cacher son corps. Bon, ok. Mais là, comme je dis, elle était vivante, il aurait vraiment simplement pu appeler les secours, il n'y avait rien d'irréversible. Ça, c'est un point qui me chiffonne dans sa version des faits et vous allez voir que les enquêteurs aussi vont avoir beaucoup de mal à y croire. Mais donc voilà, il dira que sous le coup de la panique, il avait étranglé Kylie jusqu'à son dernier souffle et puis qu'il avait jeté son corps dans un fossé. Il dira même qu'ensuite il était reparti chez lui, qu'il avait vu sa femme, mais que lorsqu'il avait compris que la nouvelle de la disparition de Kylie s'était répandue, il était retourné là où il avait caché le corps et l'avait emmené autre part pour être sûr qu'on ne le retrouve pas. Paraît-il aussi que c'est à ce moment-là qu'il aurait décidé de lui prendre ses affaires, son sac, etc. pour que même si on retrouve le corps, on ne puisse pas l'identifier. Donc ça, c'est sa première version des faits et comme je vous l'ai dit, les enquêteurs ne vont pas le croire. Pour les enquêteurs, il y avait sans aucun doute un soupçon de vérité dans ce qu'il avait dit, mais sans doute qu'il cachait encore pas mal de choses. Là, les policiers ont alors essayé une autre technique pour essayer de faire avouer Edwin. En fait, ils savaient qu'Edwin était très tourné vers la religion et c'est finalement en évoquant ce point-là qu'Edwin a décidé de retrouver la raison et qu'il a décidé de livrer aux enquêteurs tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait fait. Il va commencer par avouer qu'il n'y avait jamais eu d'accident de voiture.
Il va donc expliquer que ce soir-là, comme il l'a dit dans toutes ses versions, il faisait bel et bien des tours avec sa voiture autour du campus pour voir si tout se passait bien. Mais voilà, il expliquera qu'à un moment donné, il était passé près du complexe d'appartements où vivaient Kylie et son petit ami Cameron, et c'est là qu'il avait vu Kylie seule dans sa voiture en train de pleurer. Il dira même qu'à ce moment-là, il avait vu que Kylie était saoule et il l'a vue sortir de la voiture. Là, Edwin reconnaîtra également que c'est dès ce moment précis où il l'a vu qu'il a su qu'il voulait lui faire du mal. Il l'a donc regardé en train de marcher, en train de partir, et il l'a suivi tout doucement avec sa voiture de patrouille. Et puis à un moment donné, il a fini par la rattraper, il s'est mis à sa hauteur et il lui a parlé, et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à la faire rentrer dans sa voiture. Alors évidemment, je pense que si Kylie a accepté de rentrer dans sa voiture, c'est parce que elle savait que c'était un agent de sécurité ou un policier. On y reviendra plus tard, mais les voitures entre les policiers et les agents de sécurité étaient très semblables et donc je pense qu'elle lui a fait confiance tout simplement. Mais voilà, dès que Kylie a été dans sa voiture, Edwin a fermé les portes à clé et il reconnaîtra qu'à ce moment-là, il n'avait qu'une idée en tête, c'était de l'agresser sexuellement et puis de la faire taire pour toujours. Donc voilà, à ce moment-là, Edwin s'est simplement retourné vers Kylie et il l'a obligée à avoir un rapport sexuel avec lui, mais Kylie a refusé et elle s'est vraiment battue pour ne pas avoir à faire ça. À ce moment-là, Edwin dira donc avoir été très agacé et il a alors décidé de l'étrangler pour qu'elle tombe inconsciente. Mais donc je précise, à ce moment-là, elle était toujours vivante. Il l'a étranglée pour qu'elle n'ait plus assez d'oxygène pour simplement rester consciente, pour se débattre, mais il ne l'avait pas encore tuée. Après ça, Edwin dira avoir conduit sur plusieurs kilomètres. Et puis, il s'était de nouveau arrêté et en avait profité pour de nouveau étrangler Kylie. Ensuite, il l'avait sortie de la voiture, il avait pris une pierre, la pierre qui a d'ailleurs été retrouvée chez lui, et il lui avait donné des coups à la tête pour que vraiment elle soit totalement inconsciente. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a agressée sexuellement. Par contre, Edwin expliquera qu'après tout ça, eh bien Kylie respirait toujours, mais lui, il voulait réellement qu'elle décède, donc il l'a à nouveau frappée. Ensuite, quand il a eu la confirmation qu'elle était bel et bien décédée, il l'a laissée là, près d'un fossé. Et lui est retourné au campus universitaire pour reprendre sa voiture personnelle et il est rentré chez lui. Par contre, comme il l'a dit dans sa première version des faits, il est rentré, il a parlé de tout ça à sa femme et quand il a compris que cette disparition faisait beaucoup de bruit dans la ville, quelques heures seulement après le meurtre, il est retourné voir le corps de Kylie et il l'a changé de place pour essayer qu'on ne la retrouve pas, ou en tout cas le plus tard possible. Voilà donc la version des faits officielle et cette fois-ci les enquêteurs étaient sûrs qu'il s'agissait de la bonne. Mais à présent il fallait retrouver le corps de Kylie pour qu'il y ait un procès et pour pouvoir accuser formellement Edwin et aussi tout simplement pour le rendre à ses proches, à sa famille. Et justement les enquêteurs vont trouver quelque chose. En fait il faut savoir que la voiture dans laquelle Edwin avait été arrêté, donc celle qu'il avait volée à la dame âgée, a été fouillée par les enquêteurs et à l'intérieur, ils vont retrouver 2 notes manuscrites. La première était une petite note sur laquelle Edwin avait écrit qu'il avait beaucoup de remords. Et sur la deuxième note, eh bien, il avait tout simplement écrit où se trouvait le corps de Kylie. Il y était écrit qu'il l'avait abandonné près d'un canyon, près de l'autoroute 126. Les enquêteurs vont bien évidemment se rendre sur place et lancer une recherche. Et finalement, ils feront bel et bien la triste découverte du corps de Kylie qui gisait nu sur le sol. Peu de temps après, le procès d'Edwin devait alors avoir lieu vu qu'il avait décidé de plaider non coupable parce que selon son équipe d'avocats, ses droits n'avaient pas été respectés pendant sa période de détention. Il y a d'ailleurs eu une audience préliminaire et le juge a confirmé que tous ses droits n'avaient effectivement pas été respectés. Et donc à cause de ça, Edwin a pu dire que son témoignage ne comptait pas, que voilà, ses droits n'ont donc pas été respectés et le juge a accepté de le retirer. Donc son témoignage, oui, il a eu lieu, mais il n'a pas pu servir comme preuve lors du procès. En tout cas, le procès a eu lieu et l'accusation a dépeint un homme dangereux. Ils ont dit qu'il ne fallait jamais le remettre en liberté car selon eux, si Edwin ne s'était pas fait prendre, il serait sans aucun doute devenu un tueur en série.
Mais bon, de l'autre côté, la défense dira qu'Edwin n'était pas totalement responsable de ses actes, car selon lui, il souffrait d'un handicap mental. En tout cas, le procès a été vraiment compliqué et au final, au mois de janvier 2018, eh bien, le juge a proposé de passer un accord avec Edwin. En gros, l'accord disait que si Edwin plaidait coupable de meurtre aggravé et de vol, eh bien, il serait emprisonné mais pourrait éviter la peine de mort. Il a alors accepté cet accord et n'a donc même pas dû plaider coupable pour agression sexuelle. En fait, vu qu'on n'avait plus son témoignage, vu qu'il disait avoir un souci mental, voilà, c'était un petit peu compliqué d'arriver à un accord, d'arriver à convaincre totalement les membres du jury et ça paraissait la meilleure chose possible parce que dans tous les cas, en signant cet accord, eh bien, il irait en prison toute sa vie. Mais c'est vrai qu'on va pas se le cacher, même si l'accusation était contente qu'il soit emprisonné à vie, à perpétuité, ils ont quand même réellement essayé de demander à ce que Edwin soit tout de même jugé pour agression sexuelle. Mais bon, ça risquait quand même de tout compliquer et donc finalement, ces accusations d'agression sexuelle ont été abandonnés. Mais donc voilà, dans tous les cas, Edwin évitait la peine de mort, mais il a tout de même été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Il a d'ailleurs reçu 2 peines de perpétuité, une pour le meurtre de Kylie et une autre pour l'enlèvement d'Andrea Maas. D'ailleurs, si vous vous demandez, le jour de la condamnation, Edwin a voulu se tourner vers la famille des victimes et il a vraiment tenu à demander pardon. Il a d'ailleurs même imploré à ce que les gens prient pour lui et pour son âme. Voilà, comme vous le voyez, il était très religieux. D'ailleurs, il a également prononcé une prière devant le tribunal. À part ça, pour vous parler d'Isabelle, la femme d'Edwin, qui avait donc prévenu la police, elle a évidemment divorcé, mais elle a également démissionné de son poste de policière. Elle dira d'ailleurs qu'elle était incapable de supporter le poids de ce que son ex-mari avait fait. Du côté de la famille de Kylie, ils ont eux décidé d'attaquer les autorités de la ville en justice pour 2 raisons. La première est qu'ils ont appris qu'Edwin avait en réalité des antécédents criminels. On va apprendre que dans le passé, il s'en était déjà pris à une femme qui avait d'ailleurs porté plainte contre lui et cette femme l'avait accusé de l'avoir violemment plaqué contre un mur. Mais donc malgré ça, eh bien, Edwin avait tout de même pu avoir un emploi de garde de sécurité et d'ailleurs son employeur n'avait même pas été prévenu. Donc clairement pour la famille de Kylie, les forces de l'ordre auraient dû faire un peu plus leur travail, vérifier un peu plus les antécédents des gardes de sécurité parce que clairement si Kylie lui a fait confiance pour monter dans sa voiture, c'était parce qu'il était garde de sécurité. Mais la famille va aussi reprocher une deuxième chose à la police. En fait, la voiture de patrouille fournie aux gardes de sécurité était presque identique aux voitures de police. Ça veut donc dire que s'il avait voulu, Edwin aurait pu se faire passer pour un policier, ce qui aurait encore plus mis en confiance Kylie pour rentrer dans sa voiture. Donc voilà, ça aussi, ça leur a été reproché. Au final, eh bien, grâce à ce procès, eh bien, la famille de Kylie a été dédommagée de la somme de 2 millions de dollars. Évidemment, ça n'enlève pas le préjudice émotionnel, mais ça peut les aider à reconstruire leur vie, à faire des choses en l'honneur de leur fille. Voilà, c'est une maigre compensation, mais ça en est une quand même. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette affaire qui était vraiment triste, vraiment dingue. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus sinon à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé. Et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Bye!